Binge Audio présente Bienvenue dans Rappelle-toi demain, un podcast d'un genre nouveau qui nous initie à l'archéologie. Cette émission va aborder de manière accessible les grandes questions de société. Les cultures, le territoire, la santé, l'organisation sociale, la construction de la mémoire collective. D'où venons-nous ? Qui est l'autre ? Qu'est-ce que l'humain ? Autant de questions que le passé éclaire et que l'archéologie reconstitue. Je m'appelle Rosane Le Carboulec, bienvenue dans ce 9e et dernier épisode de Rappelle-toi demain, qui portera sur l'identité. L'identité se retrouve au cœur des débats, et encore plus cette année. Mais celle-ci n'est ni innée, ni immuable. Elle est le fruit de rencontres, d'interactions, d'altercations, de regards et de constructions. C'est au contact d'autres cultures ou encore par le biais d'échanges commerciaux ou ethniques que sont nées des identités culturelles anciennes comme celles des Gaulois, des Francs ou des barbares. Dans cet épisode, nous allons voir comment l'archéologie permet d'enrichir cette histoire plurielle et mouvante. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Dominique Garcia, archéologue et professeur des universités. Il est le président de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Alors, bonjour Dominique Garcia. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Pour débuter un petit peu cet épisode, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer et nous définir ce qu'est l'identité ? Alors peut-être commençons par un peu d'étymologie. L'identité, ça vient du latin idem, c'est-à-dire en fin de compte ce qui est le même en nous pendant toute notre histoire, pendant tout le moment où nous vivons. Donc c'est les traits de caractère, les traits physiques, caractéristiques, et qui fait que nous sommes un être unique parmi d'autres. Mais il y a aussi un élément à avoir en tête, c'est que le terme d'identité est un terme double. Il y a à la fois ce qui nous caractérise en nous, dire ce qui a marqué sur votre carte d'identité, justement, qui ne correspond qu'à vous, avec votre ADN, votre caractère, vos caractéristiques physiques, le lieu où vous habitez, votre profession. Donc ça, c'est votre identité personnelle. Mais on parle également d'identité pour ce qui peut permettre de regrouper les personnes, c'est-à-dire des caractères semblables à certains individus et qui sont idem ensemble, qui sont identiques et donc qui forment une identité culturelle, politique, nationale. Auquel cas, du coup, on parle plutôt d'identité collective. Comment distinguer ces deux formes d'identité ? Alors, tout dépend du regard. L'identité, c'est ce qu'il y a marqué sur un papier. C'est ce qui peut permettre, on va y venir pour un archéologue, pour un historien, de caractériser un groupe parmi d'autres. Mais ces identités, en fin de compte, dépendent du regard que l'on y pose. L'identité n'est pas, vous l'avez souligné dans votre introduction, c'est pas un élément stable, immuable de l'humanité. Une identité, c'est un regard, c'est une perception, c'est une analyse d'un groupe vers un autre, et puis également de l'affirmation d'un individu ou d'un groupe vis-à-vis des autres. On s'affirme gaulois, on s'affirme étrusque, et on est considéré comme étant barbare, on est considéré comme étant franc, par d'autres groupes. Donc c'est à la fois ce que l'on est, ce que l'on regarde, ce que l'on veut être, mais également le regard que portent d'autres personnes sur nous-mêmes. Et à quel point, Dominique Garcia, le regard de l'autre peut-il influer sur une identité ou la modifier ? Alors le regard, il peut être soit le regard effectivement de la personne qui arrive, qui est en contact, et puis le regard aussi de la personne qui reçoit, qui va être confronté aux nouvelles arrivées. Si on prend le cas de fouilles récentes de l'INRAP, celle de Lavaux en Bourgogne et puis celle d'Artenay dans la région centre ou de Trémuson en Bretagne, on va pouvoir pointer des exemples. Dans le cas de la fouille de Lavaux, un prince gaulois va recevoir des objets de qualité du monde grec, mais il va aussi les réinterpréter. Il va prendre des éléments de la grammaire artistique grecque et il va les influencer, les transformer, les customiser à partir d'éléments culturels propres, celtiques, gaulois, et produire de nouveaux objets. C'est-à-dire qu'on aura un banquet à la grecque, mais vécu par des Gaulois et donc véhiculant des caractères identitaires gaulois, notamment par l'ajout d'éléments décoratifs,
de vases locaux. Et en plus, dans une ambiance funéraire, l'exemple de Lavaux, qui est typiquement celtique. Donc là, on a un petit exemple où on intègre des éléments culturels exogènes et où on les transforme, on les adapte et même on va beaucoup plus loin parce que c'est probablement à partir d'exemples comme celui de Lavaux au milieu du 5e siècle qu'est né l'art celtique et l'art gaulois qui sera caractéristique de la période de l'Athènes. Et puis si on va à une autre partie de la France, on va dans la région centre et dans l'ouest de la France, on voit la mise en place de statues représentant des Gaulois. Jusqu'à présent, ces populations gauloises ne se représentaient pas dans la pierre en tant que telle, parce qu'en fin de compte, elles vivaient là sur le même espace avec les mêmes pratiques. Et à partir du moment où elles vont être en contact avec des Romains, eh ben, elles vont afficher leur propre identité et justement presque les figer dans des éléments en pierre. Et donc, on a des représentations de statues de guerriers gaulois, tels qu'on les imagine, avec des torques, avec des colliers, des positions erratiques, autant dans le centre de la France, en Bretagne, ou même dans la région plus méridionale, avec cette représentation du visage et de l'allure du Gaulois, qui va s'affirmer, qui va se figer, parce que justement, à ce moment-là, les Gaulois sont dans le risque d'une annexion par les Romains et que donc ils voudront réaffirmer leur identité et ce qui les caractérise. Et d'un point de vue archéologique, puisque c'est ce qui nous amène aujourd'hui, comment vous définissez une identité ? Alors pour les archéologues, l'identité, elle est là aussi double dans l'identité on a déjà vu multiple il y a quelques minutes. C'est d'abord une identité pour des périodes et des populations sans histoire. C'est-à-dire quand on ne peut pas nommer les peuples par un nom les Grecs, les Allemands, les Germains, les Francs, les Gaulois, quand ils ne sont pas connus d'un point de vue des sources historiques, quand on n'a pas de documents écrits, les archéologues essaient de définir ces groupes culturels, ces groupes territoriaux, ces groupes ethniques à partir des éléments de la culture matérielle. Donc on essaie de voir ce qui les rassemble. C'est les éléments d'identité culturelle dont on parlait tout à l'heure. Les gens qui éventuellement utilisent les mêmes armes, utilisent les mêmes bijoux, ils ont les mêmes pratiques funéraires, ont les mêmes maisons. Donc les archéologues essaient de trouver des systèmes, des repères, une grille d'analyse qui permet d'identifier un groupe par rapport à un autre, et donc on y attribue une identité. Pour ces périodes avant l'histoire, bien souvent, les archéologues utilisent un site éponyme, donc qui donne son nom au groupe. On parle des Magdaléniens à partir de la grotte de la Madeleine. On parlera des Mayaciens à propos du site de Mayac. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on essaie de trouver des caractéristiques. On prend les caractéristiques découvertes sur ce site-là, on essaie de l'étendre à un groupe d'un point de vue archéologique, et à partir de là, on crée une identité. On crée cette identité, on lui donne un nom et on la décrit à partir de caractéristiques matérielles. Là, l'archéologue, en fin de compte, est tout seul à travailler, il établit ses aires de répartition et il essaie de voir quand ces identités apparaissent, quand elles disparaissent, quand elles s'étendent sur un territoire. Pour les périodes où il y a des écrits, la chose n'en est pas moins simple, parce qu'en fin de compte, on voit des textes qui évoquent les Phéniciens, qui évoquent les Étrusques, qui évoquent les Grecs, qui évoquent les Celtes, et donc les archéologues, en fin de compte, partent cette fois-ci d'un nom pour essayer de définir les caractéristiques de ces groupes. En fin de compte, en savoir plus sur l'identité des personnes qui adoptent un nom ou auquel on appose un nom. Et vous parliez des éléments matériels. Est-ce que vous pourriez donner des exemples d'éléments matériels qui permettraient de définir une identité en particulier, par exemple l'identité gauloise ? Alors pour l'identité gauloise, on est là peut-être à la bifurcation des deux exemples que j'ai donnés. Celle d'abord de peuples qui ne possèdent pas l'écriture, donc qui ne disent pas eux-mêmes qui ils sont, et ensuite des peuples, les Gaulois, dont on connaît la nature à partir de textes de leurs contemporains qui, eux, possédaient l'écriture. Ce sont essentiellement les Étrusques, mais surtout les Grecs et les Romains qui utilisent ces éléments d'écriture. Donc on voit la connexion entre des données archéologiques,
des archéologues arrivent à répartir, à identifier sur le territoire des populations qui ont des manières d'habiter. Elles sont semi-sédentaires, elles n'ont pas encore de ville, donc elles se distinguent en tant que telles des populations méditerranéennes qui ont des villes. Elles utilisent des céramiques non tournées, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas un artisanat qui produit des céramiques en grande série. Donc là aussi, ça permet de les détacher de ce qui se fait dans les villes des grandes sociétés de la Méditerranée. Elles ne possèdent pas l'écriture, on l'a dit. Elles maîtrisent la fabrication d'objets métalliques en bronze, en fer et en or. Et puis elles développent certaines caractéristiques stylistiques, ce qu'on a appelé par la suite l'art celtique. Les Gaulois travaillent aussi le bronze pour fabriquer des chaudrons ou des bijoux. Ils savaient par exemple travailler l'or pour faire des torques, c'est-à-dire des colliers, ou encore des bracelets. Donc il y a des éléments qui permettent sur une carte aux archéologues de mettre en place une sorte de patate, un ensemble de traits culturels qui permettent de définir peu ou prou ce qu'est la société gauloise. Et cet espace, les Gaulois que l'on peut confondre en tant que tel avec les Celtes, c'est un espace qui va de l'Atlantique jusqu'au Danube. Donc on a quelque chose d'assez cohérent. Les archéologues arrivent à définir cette identité celtique ou cette identité gauloise d'abord sur un espace relativement large. Et ensuite arrive un autre type de documents qui sont les textes, et notamment donc ces Grecs qui vont appeler ces populations-là. Et donc là, on va plus loin dans le sens d'identité, vu qu'on arrive à coller un nom à ces peuples. Alors le terme, on va le voir, l'exemple n'est pas inintéressant. En gaulois, le terme gaulois veut dire gaillard, fort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Gaulois eux-mêmes s'appelaient les costauds. Ainsi sont les hommes, quand on leur demande comment ils s'appellent, ils ont tendance sans doute à se valoriser. Cette grande hutte est la demeure du chef incontesté du village, le redoutable Abraracourcix. Mimine, mais Mimine, c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef après tout. Mais en fait, ces Gaulois-là, ces gaillards, ces vaillants, ne sont probablement pas toutes les populations qui habitaient de l'Atlantique au Danube. Ce sont des Gaulois qu'ont rencontrés les Grecs et les Romains dont on parlait tout à l'heure, et notamment les Romains dans le nord de l'Italie. Donc peut-être qu'au départ, on a un groupe isolé, dans les Alpes, pourquoi pas, qui s'appelait les Gaulois, et ensuite les Romains vont utiliser ce terme pour l'ensemble du groupe de l'espace qu'ils vont conquérir. Donc cette identité gauloise était matérielle, et ensuite elle va porter un nom à des périodes historiques qui va être figé dans un espace. Et vous parliez tout à l'heure des Grecs également. Qu'est-ce qui permet, d'un point de vue archéologique, de définir une personne comme étant grecque ? Je pense à l'exemple de Massilia, l'ancienne Marseille. Qu'est-ce qui a permis de démontrer que la ville a été traversée par des populations grecques, notamment, mais pas que. Alors, le cas des Grecs est un dossier complexe, bien documenté. Les Grecs eux-mêmes n'avaient pas le sentiment d'appartenir à la même nation. Les Grecs étaient des gens qui se nommaient des Hellènes et qui vivaient dans des villes qui étaient toutes indépendantes. C'était des cités-États. Les Grecs d'Athènes n'étaient pas les Grecs de Sparte, qui n'étaient pas les Grecs de Phocée, et qui ne sont donc pas les Grecs de Marseille. Ce qu'ils partageaient en commun, et ils en avaient la conscience, c'était la langue, donc ils étaient capables d'échanger, de commercer, mais aussi de se battre entre eux, et ils partageaient la religion. Donc l'identité grecque, c'est une langue, c'est une religion, c'est une pratique commerciale, celle des activités économiques dans la Méditerranée, et c'est donc des liens qui existaient grâce à ces activités culturelles, sociales et économiques. Mais donc pas d'espace grec, comme on le dessinerait sur une carte aujourd'hui, mais des cités grecques qui sont reliées entre elles grâce à ces activités. Et ces Grecs eux-mêmes se déplaçaient, pratiquaient ce qu'on appelle des activités coloniales, créer d'autres cités. Et donc on a effectivement, vers 600 avant Jésus-Christ, des Grecs qui partent d'une ville qui s'appelle Phokéa,
donc Fossé aujourd'hui en Turquie. Ils partent de Fossé, ils créent une nouvelle colonie à Marseille, donc dans le golfe du Lion, et créent donc une nouvelle ville grecque dans cet espace. Et donc là, on va avoir dans ce lieu la confrontation entre une identité grecque et une identité gauloise. Une identité née sur cet espace de la Méditerranée nord-occidentale, et puis une identité qui est importée. Et donc, on va avoir justement un transfert de caractère d'une identité vers une autre. La ville, mettons, est un concept qui n'existait pas chez nos Gaulois. Ils vivaient dans des fermes, ils vivaient dans des villages, ils pratiquaient des formes d'essaimage, donc une forme de semi-nomadisme, et ils n'avaient pas des agglomérations nettes, ancrées dans le sol, entourées de remparts, dans des périodes aussi hautes. Et ils vont adopter le mode de vie urbain au contact des Grecs. Donc on voit comment une identité peut emprunter un caractère et se transformer dans le temps. Autre exemple, les Grecs parlaient une langue incompréhensible des Gaulois. Les Gaulois donc parlaient cette langue gauloise ou celtique, mais n'avaient pas d'écriture, n'avaient pas d'alphabet. Et donc ils vont emprunter, pour certains, l'alphabet grec pour écrire leur propre langue. Donc on va voir là aussi se mêler deux cultures et deux identités, avec des caractères qui vont évoluer, en l'occurrence l'apprentissage de l'écriture chez les Gaulois. Vous l'avez déjà beaucoup évoqué du coup à travers vos exemples, mais l'identité, vous le montrez, n'est pas immuable. Comment elle évolue à travers le temps et continue à évoluer encore aujourd'hui ? Alors les façons d'être d'une identité, d'évoluer à travers le temps, c'est les rencontres, les échanges, les confrontations, qu'elles soient pacifiques ou militaires, qui permettent l'évolution de ces identités. Ces Gaulois, si j'ose dire, n'avaient rien demandé. Ils vont être fréquentés par les Étrusques, par les Grecs et les Romains, essentiellement pour des raisons économiques, pour avoir un accès aux ressources. Et bien entendu, de ces connexions culturelles, de ces connexions économiques, il va y avoir des influences. Mettons, on va prendre un exemple qui peut paraître trivial, mais qui a du sens, c'est l'apparition du vin. Nos populations gauloises ne connaissaient pas l'alcool ou alors des alcools à faible degré, la bière, l'hydromel. Ils vont entrer en contact avec les Étrusques et les Grecs qui, eux, produisent du vin et ils vont adopter cette boisson au quotidien ou lors de grandes fêtes. Donc on voit comment leur caractère va évoluer à travers le temps, comment ça va guider, orienter leur activité économique, comment presque ça va orienter une géopolitique de la Gaule, tournée vers les échanges avec la Méditerranée. Et donc, on voit comment cette identité gauloise, avec des populations semi-sédentaires, qui ne connaissent pas l'alcool, qui ne connaissent pas la ville, qui ne connaissent pas l'écriture, au bout de quelques générations, peut garder un caractère original, mais en revanche, en empruntant des caractères à une autre société. Donc là, on dirait que c'est par confrontation, par contact. Ensuite, il peut y avoir une culture qui soit assimilée par une autre. Ça peut être le cas, mettons, des Romains quand ils interviennent en Gaule. Eux, il y a un projet politique, celui d'envahir, celui d'annexer cet espace gaulois. Et à ce moment-là, une culture gauloise va être peu ou prou remplacée par des caractères forts d'une culture romaine. L'organisation au point de vue de la circulation, l'administration, les pratiques religieuses. Et donc là, on a le glissement d'une identité vers une autre, mais cette fois-ci pas volontaire, c'est pas les gens qui adoptent en tant que tels, c'est des éléments qu'on leur impose. Donc vous montrez que l'identité évolue beaucoup à travers le temps, mais est-ce qu'une identité peut totalement se substituer à une autre? Enfin, je pense aux théories notamment du grand remplacement qu'on entend régulièrement. Sur des périodes anciennes, on pourrait peut-être parler de notre ancêtre Néandertal, qui est la première humanité qui a occupé l'espace dans lequel aujourd'hui nous vivons. Et là, en revanche, pour Néandertal, entre guillemets, on pourrait parler d'un grand remplacement, parce qu'il est remplacé à un moment donné par Sapiens, vu qu'il disparaît totalement, sinon à quelques pourcents dans nos gènes aujourd'hui. Donc il y a peut-être des exemples, effectivement, où une civilisation, une société, une identité est totalement gommée, mais ils sont relativement rares. À un moment donné, c'est plutôt une autorité qui s'installe,
une administration qui renomme l'espace. Peut-être, mettons pour notre pays, la France, on peut citer les Francs, et donc à ce moment-là, une aristocratie qui s'installe sur un espace et qui à ce moment-là renomme l'espace et la population à partir de ses caractères à elle et qui l'impose aux autres. Voilà. Mais pour autant, les populations sur place, elles, sinon en tant que telles, au moins certains de leurs caractères, continuent à être diffusés. Pour donner un exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on passe de gaulois à gallo-romain ? Alors, le cas de gaulois gallo-romain est peut-être un point difficile parce qu'il y a à la fois un élément historique et puis un élément historiographique. D'un point de vue historique, on a l'intervention des Romains en Gaule en 2 phases. Une première dans la zone méridionale qui est liée à une annexion militaire de ce qu'on appelle la Narbonnaise ou la Provincia, qui permet donc la liaison entre l'Italie et l'Espagne. Et puis la deuxième qu'on connaît beaucoup plus, qui est la guerre des Gaules, quand César affronte les tribus gauloises du nord de la Gaule. Donc là, on a un passage d'une société gauloise et de ses tribus indépendantes, qui ont donc les caractéristiques qu'on évoquait tout à l'heure, à une société romaine administrée par Rome et où donc la Gaule devient une province romaine en tant que telle. Donc là, sur le papier, administrativement, je me permettais en introduction de citer l'exemple de la carte d'identité. Il y a des gens qui étaient gaulois et qui ensuite vont devenir romains, de fait, par un changement politique important. Ils vont être nommés, identifiés, fixés. Leur religion va un petit peu évoluer, n'empêche qu'eux-mêmes resteront gaulois dans l'espace, dans leurs pratiques agraires au quotidien, peut-être dans leur filiation. Donc voilà, ça c'est le passage de gaulois aux romains. La notion de gallo-romain, je disais tout à l'heure qu'elle était historiographique, dans le sens où on a là une population qui a été nommée gallo-romaine, non pas dans la période antique, mais à une période récente, à partir du 19e siècle, surtout, où on dit les gens deviennent gallo-romains, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'assimiler une intervention extérieure. Et ça, cette notion de gallo-romain, elle a surtout été développée dans notre pays à la période de Napoléon III, qui en fin de compte se veut l'empereur des Français. Et cet empereur des Français montre qu'une nature ancienne, celle des Gaulois, peut se moderniser en empruntant des objets, des éléments qui sont récents, qui sont romains. Et donc en créant ce concept de gallo-romain, on a affaire en fin de compte à un concept qui veut montrer aux populations contemporaines de Napoléon III qu'elles sont capables de se moderniser si elles ne demeurent pas des Gaulois réfractaires, comme dirait un autre personnage. Voilà, c'est un peu cet élément-là. Et on ne parle pas de germano-romains, on ne parle pas d'ibéro-romains. Les gallo-romains sont un concept purement français, contemporain, pour montrer que des gens un petit peu reculés, un petit peu en retard, peuvent, s'ils sont bien guidés par un chef, devenir meilleurs et à ce moment-là adopter ce qu'il y a de meilleur de l'extérieur. En fait, le mythe du valeureux guerrier volant au secours de la nation menacée date de 1870. La toute jeune Troisième République va trouver en Vercingétorix l'homme de la situation, un personnage lié ni aux bonapartistes, ni aux monarchistes, mais qui pourtant incarne l'honneur et la bravoure. L'école de Jules Ferry va s'emparer de ce personnage, construire la légende et diffuser le message. Et d'un point de vue archéologique, quels éléments vous permettent de retracer ces évolutions d'une identité ? Alors, d'un point de vue archéologique, je le disais tout à l'heure, on a les objets, mais les objets ne sont pas uniquement des hommes qui les portent, ça peut être aussi des traces d'un commerce. On peut aujourd'hui, dans une salle, trouver un objet chinois sans avoir l'identité chinoise. On peut très bien aussi avoir un objet, un vêtement fabriqué au Vietnam ou en Chine sans pour autant avoir une identité chinoise ou vietnamienne, d'autant plus que cet objet reprendra peut-être les modèles aussi de standards américains ou d'autres standards. Donc, en fin de compte, l'archéologue doit se prémunir du fait que derrière un objet, il n'y a pas forcément une identité en lien avec cet objet.
Derrière le cratère de Vix, il n'y a pas forcément un grec. Derrière un vase étrusque, il n'y a pas forcément un étrusque. Il y a un circuit commercial, il y a un échange qui a pu se faire et qui a pu porter un objet. Donc l'archéologue, il doit d'abord distinguer les objets, les associer en tant que tels, et ensuite l'inscrire dans une histoire plus large pour voir comment ces identités ont pu effectivement se créer, se voir, et essayer de faire le tri entre ce qui est produit sur place à partir d'éléments culturels locaux et de ce qui va être adopté soit d'un point de vue culturel, soit d'un point de vue matériel et qui vient donc de l'extérieur. Et comment vous réussissez à dater ce changement d'une identité à une autre ? Alors la datation, souvent, enfin le critère les objets, ce que les archéologues appellent pompeusement les fossiles directeurs, qui vont permettre de voir ces changements, sont pas de même nature si c'est un objet qui se casse facilement, qui s'échange facilement, ou si c'est quelque chose qui est relativement stable. C'est-à-dire, en fin de compte, la forme d'une maison, mettons, sera pas forcément un caractère identitaire le plus pertinent. En revanche, le décor sur une céramique, la forme d'un vase, lui, pourra être un marqueur assez pratique. Donc, on a parfois des choses que l'on peut dater à quelques années. L'adoption d'une céramique, l'inscription, l'usage d'un nom sur une stèle votive ou sur une stèle funéraire, et puis d'autres caractères qui sont immuables et qui, eux, sont conservés sur le temps long. Nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, de plus en plus portugais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, certaines identités soient davantage convoquées que d'autres ? Quand on parle de nos origines, par exemple, je pense à l'identité gauloise. Alors, le problème des identités, c'est que nous, historiens, nous, archéologues, nous, anthropologues, on dit, on répète que effectivement, comme on l'a souligné aujourd'hui ici, elles ne sont pas stables, elles évoluent à travers le temps et l'espace. En revanche, à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien souvent qu'effectivement, les politiques notamment, se réfèrent à des identités comme si elles étaient les racines, les origines, vous avez prononcé ce mot. Et donc là, dès qu'on parle de racines et d'origines, on n'est plus dans une réalité historique, on est dans un transfert, dans une vision un peu large. Voilà, moi j'aime répéter que l'origine, l'anagramme de l'origine, c'est religion. Et donc dès qu'on va chercher l'origine de quelque chose, on est dans le mystique, on n'est pas dans le scientifique. En fin de compte, dire qu'il y a une identité gauloise auquel on se référerait serait difficile à établir pour un archéologue parce que l'identité gauloise en Bretagne, dans les Hauts-de-France ou dans les Alpes ne serait pas la même et que l'identité gauloise au 8e siècle, au 1er siècle n'est pas le même. Donc à quelle identité gauloise on se fie ? Je vous parlais tout à l'heure des deux phases de romanisation qui sont la création de la Narbonnaise et ensuite la guerre des Gaules. Quand les Romains attaquent Gergovie et Wallachia, dans les troupes romaines, il y a des Gaulois qui viennent de la région de Nîmes ou de Narbonne, c'est-à-dire des gens qui sont devenus romains ou qui ont été enrôlés par les Romains parce qu'ils sont dans un espace romain depuis une ou deux générations. Donc à quelle identité on se fie, à quel endroit, à quel moment, et ensuite quoi ? Pour avoir peur du changement, c'est-à-dire quand on repart d'une identité gauloise, ça serait aussi oublier que les Gaulois sont aussi issus de populations de l'âge du bronze qui sont probablement venues d'Europe de l'Est, de populations néolithiques qui sont venues du Proche-Orient. C'est-à-dire quand on renvoie une origine, on renvoie à un début, comme si dès le début, les populations étaient figées sur un territoire, leurs frontières limitées, et leurs caractères psychologiques, sociaux seraient identiques. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on se réfère aux Gaulois, c'est justement souvent pour des éléments de caractère. Voilà, c'est des irréductibles, c'est des populations qu'on a du mal à gouverner.
Donc ça, c'est la référence à Vercingétorix qui essaie de recouvrir les tribus. C'est aussi faire référence à un espace presque naturel, la France, bordée de frontières, ce qui n'est pas depuis toujours. Et donc voilà, faire référence aux Gaulois, c'est dire à un moment donné, vous avez été là, et aujourd'hui, on peut rester là. Et donc, en fin de compte, c'est une approche qui est, par définition, conservatrice. C'était Rappelle-toi demain, un podcast coproduit par Binge Audio et l'INRAP. Merci à Dominique Garcia d'avoir répondu à mes questions. On espère que vous avez aimé cet épisode, comme les précédents. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Et à bientôt!